Comment obtenir le maximum de pension alimentaire? C'est très simple. Il faut d'abord prouver les besoins des enfants. Plus vous avez de preuves concernant les besoins des enfants, c'est-à-dire les sorties scolaires, les habits, les questions de santé, les sorties extrascolaires, plus vous arriverez à obtenir une pension alimentaire élevée. Deuxième élément, il faut prouver vos charges. Vous devez prouver combien vous payez de loyer, quel est le montant de votre emprunt, vous devez prouver quels sont vos impôts, quelles sont toutes les factures pour le quotidien que vous devez payer. Et ensuite, le troisième critère pour évaluer le montant de la pension alimentaire, c'est tout simplement d'évaluer les besoins et les charges de l'autre parent. Vous devez calculer ses revenus et ses charges pour évaluer le montant de la pension alimentaire. J'ai mon pote, il gagne 2300 € par mois. Là, malheureusement, il m'a dit qu'il allait divorcer avec sa femme. Et avec les calculs qu'il a fait, il va même pas en gagner la moitié. Il a 2 enfants, du coup, il y a 500 € qui s'envolent tous les mois. Donc 6000 € par an. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que la juge, elle a eu à pas accepter le fait qu'il garde une semaine ses enfants et après une semaine sa femme. Il va les garder qu'un week-end sur 2. Donc il est dégoûté qu'il y ait plus de 500 € qui vont partir tous les mois. En plus, faut tout racheter parce qu'elle va garder tous les meubles. Que la juge, elle lui a dit, par contre, quand vous avez vos filles, il faut qu'il y ait 2 lits, il faut qu'il y ait machin, etc., etc. Et là, il est en train de voir peut-être pour un 2 pièces où il dort dans le salon. Tu vois, mais en gros, il m'a dit quand tu divorces, malheureusement, ta qualité de vie, elle dégringole. Elle va finir dans un truc HLM. Lui, il va prendre un 2 pièces finalement parce qu'il a pas le budget là où ils habitent pour un 3 pièces. Avec le divorce, ça te fait diviser ton salaire par 3. Il a raison, mon collègue. Et ce qui le met plus en rage, c'est qu'il va voir ses filles qu'un week-end sur 2. Et il m'a dit, je comprends pas pourquoi la juge, elle a pas accepté ça. En plus, il s'est rien passé, tu vois. C'est juste qu'ils s'entendent plus. Ils sont juste pas arrivés à faire un divorce à l'amiable, tu vois. Et ils passent devant un juge. Et moi, je veux rien dire, mais d'après lui, il a été désavantagé parce que le juge, c'était une femme. En plus, le truc de dingue, c'est qu'ils avaient un crédit de leur appart et ils avaient pas fini de le rembourser, tu vois, mais surtout ça fait que 2 ans qu'ils ont acheté. Du coup, les frais de notaire avec les intérêts, en fait, ils ont perdu de l'argent. Le pognon, après, il m'a dit c'est une chose, mais il était surtout effondré de plus trop voir ses filles, en fait. Sauf qu'il était là pour elle, tu vois, il est cherché à l'école et tout. Et là, sa femme, elle a dit non, quand c'est moi qui la garde, viens pas à la maison, tu vas pas voir tes filles, c'est tout, point. Donc il a pris un avocat, il va essayer de faire appel sur cette décision, mais apparemment, c'est mort, quoi. Je suis avocat et je vous ai déjà parlé de la pension alimentaire. Je vous ai dit que vous pouviez vous inspirer du barème qui est proposé par le ministère de la Justice, le barème indicatif sur les pensions alimentaires. Mais il n'y a pas que ça qui peut rentrer en compte. Il y a aussi les revenus du créancier, c'est-à-dire la personne qui reçoit la pension alimentaire. Ça peut faire évoluer le montant si cette personne reçoit, je ne sais pas moi, le SMIC, 1000 et quelques euros, ou si elle a 5000 € de revenus. Évidemment, ça va influencer le juge et influer sur le montant de la pension alimentaire fixée. Plus la personne qui reçoit la pension a des revenus élevés, et plus cela pourra faire baisser le montant de la pension qui est dû par l'autre parent. Également, ça va être les besoins des enfants. Si vous avez un enfant qui fait beaucoup d'activités extrascolaires, beaucoup de sport, je ne sais pas, qui a besoin de renouveler ses équipements souvent, par exemple on sait que l'équitation est un sport qui est assez onéreux, ou voilà, certaines licences sportives peuvent être plus chères que d'autres, là ça pourra faire augmenter le montant de la pension alimentaire qui ne sera pas fixé uniquement par rapport au barème. Tous les darons qui refusent de payer la pension alimentaire à leur femme, à leur ex-femme. Écoutez ce qui vous pend au nez. Tous les pères qui refusent de payer la pension alimentaire, sachez qu'il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Un jour ou l'autre, vous allez vous faire péter et vous allez rembourser que vous le vouliez ou non. On est en France. Par contre, je ne savais pas vous ça. refusez de payer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, en attendant, la CAF a fait une avance à la femme. Ça veut dire, là, tous les mois, la CAF va payer à votre place. Mais le jour où vous allez taffer, vous allez avoir un CDI en 35 heures, ça sera saisi sur salaire. Croyez pas qu'ils vont vous envoyer un courrier. Oh, monsieur, vous n'avez pas payé la pension pendant 3 ans, 4 ans. Là, il faut payer tintin. Non, ça va être un effet de surprise. Vous allez taffer, vous allez vous dire, premier mois de salaire, ils vont vous laisser croquer votre salaire pour bien vous mettre en confiance. Mais deuxième voie, quand vous allez voir que sur votre salaire, le patron vous a fait un virement que de 300 €, quand vous allez venir le voir, ils vont vous dire, ah bah monsieur, c'est l'État, c'est le trésor public qui vous a saisi. C'est sûr, mais pourquoi j'ai fait quoi? Ah, mon coco, ça fait 3-4 ans, t'as pas payé la pension alimentaire. Trari, t'as cru que t'allais avoir ton salaire entier. Lol. Donc, tous les pères qui payent pas la pension alimentaire, je vous conseille de payer. C'est pour votre enfant. Même si vous devez payer 50 € tous les mois. Par contre, moi, j'ai une question qui me turlupe. Est-ce que le fait de ne pas payer la pension alimentaire, ils ont le droit de saisir directement sur votre paye? Est-ce que vous pouvez me répondre à ça? Est-ce que le fait de ne pas payer une pension alimentaire, du coup, les services compétents peuvent vous saisir sur votre paye pour pouvoir payer, du coup, la pension alimentaire que vous devez, du coup, à votre ex-femme?
Je vous demande votre avis. Un de mes clients qui gagne 2400 € par mois vient d'être condamné par le juge aux affaires familiales à payer une pension alimentaire à 700 € par mois pour ses 4 enfants. Ça fait 175 € par enfant. À votre avis, est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est pas assez? Je vous explique la suite du rendez-vous que j'ai eu hier devant le JAF. Normalement, je devais y aller avec la mère de mon fils, qui m'a envoyé un message quelques jours avant en m'expliquant qu'elle ne me laissera pas la garde complète de mon fils, que mon fils mérite mieux, qu'elle est partie, qu'elle a déménagé et que je ne cherche pas à les retrouver. Je me suis rendu devant le JAF, donc j'ai expliqué le fait qu'on avait un petit garçon de 4 ans et demi, qu'on s'était arrangé, elle et moi, pour la garde, pour la pension alimentaire, que je lui versais les 250 € tous les mois, tous les 28 du mois en liquide. Le juge m'a expliqué que ça, si elle portait plainte contre moi en disant que je ne payais rien, que je ne payais pas de pension alimentaire, je risquais 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Vu que je n'ai aucune trace par rapport au fait que je payais les pensions alimentaires, par rapport au fait qu'elle ait déménagé sans prévenir personne. Comme je vous ai expliqué, il y a des gendarmes qui se sont rendus à l'adresse que j'ai indiquée. Ils ont constaté qu'effectivement, elle avait bien déménagé. Ils sont aussi rentrés en contact, du coup, avec le propriétaire qui a confirmé les dires que j'ai pu avoir devant le juge, comme quoi elle avait déménagé et que voilà, qu'elle avait donné ses 3 mois de préavis, mais sans dire exactement où elle déménageait. Concernant le fait de pouvoir revoir mon fils, le juge m'a expliqué que ce sont des démarches qui prennent des années. Le temps de pouvoir la retrouver, ils m'ont dit clairement, il y a un gendarme qui m'a expliqué ça. D'ailleurs, je le remercie de m'avoir un peu rassuré. Il m'a dit si elle est inscrite à la CAF, si elle paye des impôts, automatiquement, on pourra la retrouver. Mais si il n'y a pas ça, on ne pourra jamais la retrouver. Donc il y a au moins 2 ou 3 ans de démarche pour faire en sorte de faire valoir mes droits. Et ça, je trouve ça vraiment... Je préfère peser mes mots. Je me rends malade, je me fatigue. Pour mon fils, hein, ça c'est tout à fait normal. Mais une femme peut détruire un homme. Une femme est plus forte qu'un homme. Ça, faut pas l'oublier. Une femme peut détruire un homme et moi je constate que la mère de mon fils est en train de me détruire. Je payais 250 € de pension alimentaire tous les mois. Gentiment, je m'étais arrangé avec elle. Quand le juge il m'a dit si elle porte plainte contre vous en expliquant que vous n'avez jamais payé la pension alimentaire, vous risquez 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Franchement, je pensais faire un malaise devant lui. Maintenant, quoi vous dire de plus? Je suis rentré en contact avec une amie à elle pour avoir un peu plus d'informations, savoir si elle savait où elle avait déménagé. Elle m'a dit que non. Apparemment, toutes les amies que j'ai pu connaître, moi, quand j'étais avec elle, ils ont aucune nouvelle d'elle. Rien. Et c'est vrai que c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Bonjour les amis, bienvenue au tribunal d'arrondissement au Luxembourg, dans lequel je vais assister à une cliente qui vit au Luxembourg dans le cadre d'un divorce international. En effet, village planétaire faisant, nous avons de plus en plus de mariages internationaux et lorsque nous se séparons, de plus en plus de divorces internationaux. Pour le coup, si monsieur vit dans le sud de la France, mon intervention ne consiste pas à accompagner lui, mais à accompagner madame avec mon frère luxembourgeois pour l'aider à mettre en place ce divorce dans les meilleures conditions possibles. Pour ma part, j'assurais l'interface française et j'assistais du coup mon confrère luxembourgeois, ce qui fait que pour ma part, du coup, je plaidais aujourd'hui sans robe. J'ai fait d'observation à la juridiction compétente. Le couple est séparé depuis 3 ans, ce qui permet de faire une séparation de corps, une rupture des liens matrimoniaux pour altération définitive du lien conjugal. Comme en France, le fonctionnement est à peu près le même et 2 problématiques se sont posées pour régler ce divorce au mieux. Le premier problème est lié aux enfants. Il y a 2 enfants dans cette procédure, 2 jeunes adolescents. Et si madame vit au Luxembourg, elle a une situation confortable, un métier rémunérateur, elle est également propriétaire et elle vit avec ses enfants.
Monsieur compte élu vit dans le sud de la France et se sont donc posé deux questions évidentes. Premièrement, la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement pour monsieur, puisque madame a la résidence principale des enfants, et la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Alors, sur le droit de visite et d'hébergement, on a quand même rappelé à monsieur, alors que j'étais pour madame, que celui-ci devait exercer son droit de visite au mieux pour assurer une stabilité, la sérénité de ses relations avec ses enfants. En effet, monsieur avait un peu, je dirais, pris pour habitude de s'organiser pour récupérer ses enfants une fois sur 2, une fois sur 3, voire une fois sur 4. Ce n'est pas du tout comme ça que ça peut fonctionner, cela n'est pas pratique pour madame, et surtout c'est une source de stress évidente pour les enfants. Donc on a d'abord largement invité à monsieur à ce qu'il s'organise intelligemment et surtout qu'il se tienne au droit de visite qu'il a réclamé pour que ses enfants puissent le voir dans les meilleures conditions possibles. Deuxièmement, nous avons abordé la question de la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Monsieur râlant et s'insurgeant un peu du fait qu'il trouvait que les sommes qu'il versait à madame, pourtant calculées au mieux par rapport aux besoins de madame et aux dépenses de monsieur, aux charges de monsieur, venaient un peu considérer que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'il versait ne servait pas qu'à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Alors, on a quand même rappelé à monsieur, avec mon confrère, que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ne se limite pas aux seules prises en charge des frais de bouche ou d'habits ou encore de scolarité. Il y a effectivement un cadre de vie, un confort de vie qu'on va assurer aux enfants à travers cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui n'est pas qu'alimentaire, mais qui vient assurer un confort de vie, aussi bien pour les activités extrascolaires, les activités de sport, les activités culturelles, pour les voyages, également pour les vacances. Et là-dessus, monsieur avait un peu du mal à accepter cette idée en considérant presque que madame devait justifier des dépenses faites pour les enfants. C'est notamment posé une question qui a cristallisé un peu l'attention, en tout cas l'énervement de monsieur, mais pour ma part n'est pas justifié, n'est pas fondé, c'est que madame a effectivement fait des aménagements chez elle et a notamment refait sa salle de bain. Et monsieur considérant que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ne servait pas à cela et ne devait servir qu'aux enfants. Nous avons donc rappelé très clairement à monsieur que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est une approche à sens large pour lequel madame n'a rien à justifier. Elle n'a pas justifié ses dépenses, n'a absolument rien à donner comme justificatif à monsieur, et cette contribution est fixée sur la base d'un spectre assez large par rapport au train de vie de monsieur, mais au train de vie de madame, afin de permettre aux enfants d'avoir une situation un peu égalitaire des deux côtés, pour qu'ils puissent jouir du même confort, aussi bien au Luxembourg qu'en France. C'est vrai que cette problématique de pension alimentaire est souvent au cœur des débats. Nous avons donc abordé ce point. Enfin, dernier point, le crédit immobilier. En effet, madame avait à l'époque avec monsieur acheté un bien ici. Celle-ci récupère ce bien. Elle va donc payer une soulte à monsieur. Il n'y a pas de difficulté sur ce point, mais c'est quand même posé la problématique de la désolidarisation du crédit immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque les deux époux ont acheté le bien à l'époque, la banque luxembourgeoise, pour le coup, avait donc avait contracté cet acte de prêt immobilier avec deux emprunteurs, madame et monsieur. Dans la mesure où madame rachète le bien, elle est donc toute seule sur le crédit, toute seule sur la maison, et elle veut donc être toute seule sur le crédit, ce qui est assez logique. Nous avons donc, monsieur a donc sollicité à être désolidarisé, c'est-à-dire sortir de crédit pour qu'il n'y ait plus deux têtes, mais une seule tête, ce qui est assez, je dirais, assez cohérent. Et donc, nous avons fait des démarches en ce sens pour que l'établissement bancaire, qui n'est pas toujours souple par rapport à cette problématique-là, accepte de désolidariser le crédit immobilier pour permettre à madame de poursuivre le crédit, qui était d'ailleurs à un taux intéressant, sans avoir à refinancer par la suite. En effet, assez souvent, les banquiers qui peuvent voir l'opportunité ou l'occasion d'une opération financière en refinançant et donc en reproposant un crédit, en refaisant payer des frais de dossier et en refaisant un montage financier complet n'est pas forcément avantageux pour l'emprunteur, en tout cas pour ma cliente, et nous avons donc tout fait pour que le crédit immobilier soit désolidarisé, ce qui est à mon sens une bonne chose et ce qui permet, contre toute attente, de finaliser ce divorce franco-luxembourgeois. Nous avons œuvré pour madame qui était luxembourgeoise et pour que monsieur accepte la décision, aussi bien dans l'intérêt des enfants que de ma cliente. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.